Les banques centrales du monde entier viennent de battre un record absolu. Depuis 2022, elles accumulent de l'or physique à une vitesse jamais vue depuis un demi-siècle. Pourquoi les pays des BRICS vident-ils frénétiquement les coffres occidentaux? Ce n'est pas pour spéculer, c'est pour se préparer à un effondrement. En militarisant le dollar, l'Occident a terrifié le reste du monde. Aujourd'hui, la Chine et la Russie exécutent un plan d'une précision chirurgicale pour se désintoxiquer de la dette américaine, et la question effrayante que personne ne pose, si les BRICS achètent de l'or au lieu d'acheter la dette des États-Unis et de l'Europe, qui va financer notre système? Voici la vérité sur la dédollarisation. Chapitre 1. Le réveil silencieux, l'achat massif d'or. L'or a toujours été le baromètre ultime de la peur sur les marchés, mais ce qui se déroule sous nos yeux défie toutes les statistiques historiques. Depuis l'année 2022, les banques centrales du monde entier achètent de l'or physique à un rythme absolument vertigineux, du jamais vu depuis plus d'un demi-siècle. Ce mouvement massif et coordonné n'a rien d'une anomalie statistique temporaire. C'est un changement de paradigme fondamental dans la gestion des immenses réserves de richesse à l'échelle de la planète. Ce ne sont pas des traders particuliers ou des fonds spéculatifs agressifs qui orchestrent cette ruée silencieuse, mais bien les institutions financières les plus conservatrices et puissantes au monde. Le Conseil mondial de l'or publie des rapports trimestriels qui confirment que des milliers de tonnes de métal jaune sont discrètement absorbées par les coffres souverains. Cette accumulation méthodique assèche littéralement les marchés physiques occidentaux, retirant définitivement cet or du circuit de la spéculation pour le verrouiller dans des coffres d'État hautement sécurisés. Au cœur de cette frénésie d'achat institutionnel, on retrouve le bloc géopolitique des BRICS, mené de front par la Chine, la Russie et l'Inde. Ces superpuissances émergentes exécutent une stratégie financière d'une précision chirurgicale, remplaçant méthodiquement leurs réserves de devises occidentales par des lingots d'or physiques. Le message envoyé aux marchés internationaux est d'une clarté absolue. La confiance aveugle envers les monnaies papier occidentales est en train de se fracturer de manière irrémédiable au profit d'un actif tangible et millénaire. Pour le monde occidental, habitué à dominer l'architecture financière globale, ce basculement est un signal d'alarme macroéconomique d'une gravité exceptionnelle. Pendant des décennies, le dollar américain a régné en maître absolu, considéré comme l'actif de réserve ultime et intouchable pour toutes les banques centrales. Aujourd'hui, cette hégémonie incontestée est ouvertement défiée par des nations qui représentent plus de la moitié de la population mondiale et de la croissance économique future. Le roi dollar commence à voir son trône vaciller face au métal jaune. La Chine, par exemple, a officiellement augmenté ses réserves d'or mois après mois, bien que les analystes financiers estiment que ses achats réels hors bilan soient considérablement plus élevés. La Banque populaire de Chine orchestre une diversification massive pour réduire son exposition colossale à la dette souveraine américaine. Chaque lingot d'or acheté par Pékin est une déclaration d'indépendance financière, une assurance souscrite contre les turbulences d'un système monétaire mondial qu'elle juge de plus en plus instable et excessivement centré sur Washington. Cette dynamique smart money à l'échelle étatique ne se limite pas aux grandes puissances du bloc de l'Est ou de l'Asie. Des dizaines de banques centrales de taille moyenne, situées au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est, emboîtent le pas avec la même urgence. Elles observent les failles structurelles du système occidental et concluent rationnellement que l'or reste le seul actif financier qui ne comporte aucun risque de contrepartie. L'or ne peut pas faire faillite et ne dépend d'aucune promesse politique. Ce premier chapitre n'est que la surface visible d'un iceberg géopolitique d'une profondeur insoupçonnée pour l'investisseur moyen. Nous ne sommes pas face à une simple rotation de portefeuille, mais devant les fondations d'une nouvelle architecture monétaire internationale qui se construit brique par brique. Pour comprendre l'urgence de ces achats records, il faut analyser l'événement déclencheur qui a terrorisé les banques centrales du monde entier et brisé le tabou suprême de la finance moderne, la militarisation pure et simple de la monnaie mondiale. Chapitre 2. L'événement déclencheur, l'arme fatale. Pour comprendre l'accélération brutale de cette ruée vers l'or, il faut remonter à un événement charnière survenu fin février 2022. En réponse au conflit en Europe de l'Est, les États-Unis et l'Union européenne ont pris une décision financière d'une ampleur sans précédent historique. Ils ont gelé instantanément près de 300 milliards de dollars de réserves de change appartenant à la Banque centrale de Russie. Du jour au lendemain, des centaines de milliards de richesses souveraines ont été purement et simplement bloquées d'un clic informatique. Cette décision politique, bien que justifiée par le contexte géopolitique occidental, a provoqué une onde de choc absolue dans tous les ministères des finances de la planète. Le monde financier a réalisé avec effroi que la monnaie occidentale n'était pas un sanctuaire neutre et inviolable. Le dollar américain et l'euro ont été transformés en armes de destruction massive financière. Le message envoyé aux pays émergents était terrifiant.
Si vous n'êtes pas aligné politiquement avec Washington, vos immenses réserves financières peuvent être confisquées instantanément. C'est ce que les macroéconomistes appellent la militarisation du dollar, weaponization of the US dollar. Depuis les accords de Bretton Woods, le système reposait sur la prémisse que le dollar était le bien commun de l'économie mondiale, une monnaie d'échange sûre pour tous les acteurs. En gelant les avoirs d'une banque centrale membre du G20, l'Occident a définitivement brisé ce contrat de confiance invisible. L'actif sans risque qu'était le bon du Trésor américain est devenu, aux yeux des BRICS, un actif hautement politisé et dangereux. La réaction des nations non alignées a été immédiate, froide et purement mathématique. Si détenir des dollars dans des banques occidentales représente un risque existentiel pour la souveraineté d'un État, il faut trouver une alternative d'urgence. Et dans le monde de la haute finance souveraine, il n'existe qu'un seul actif qui répond à ce besoin de sécurité absolue: l'or physique. Contrairement à une monnaie numérique qui dépend du système de messagerie SWIFT contrôlé par l'Occident, un lingot d'or dans un coffre national n'appartient qu'à celui qui le détient. La Chine a observé ce gel des avoirs russes avec une attention paranoïaque. Possédant à l'époque plus de 1000 milliards de dollars de dette américaine, Pékin a compris que cette immense richesse était en réalité un boulet géopolitique. En cas de conflit commercial ou militaire majeur, par exemple autour de Taïwan, les États-Unis pourraient appliquer la même sanction dévastatrice à l'économie chinoise. L'achat massif d'or par la Chine n'est donc pas une simple spéculation financière, c'est une manœuvre de survie et de sécurité nationale de première urgence. L'Inde, l'Arabie saoudite et les autres puissances régionales ont tiré exactement les mêmes conclusions systémiques. Elles ne souhaitent pas entrer en guerre contre les États-Unis, mais elles refusent de laisser la survie de leur économie à la merci d'une décision politique étrangère. Le monde est passé d'une logique d'optimisation des rendements financiers à une logique absolue d'atténuation des risques. Les banques centrales sacrifient volontiers les intérêts qu'elles pourraient toucher sur des bons du Trésor pour obtenir la garantie inaliénable qu'offre l'or physique. L'événement de 2022 marquera donc les manuels d'histoire économique comme le point de bascule officiel vers la dédollarisation. La confiance, une fois brisée à ce niveau étatique, met des décennies à se reconstruire. Les BRICS ont compris que pour bâtir un monde multipolaire indépendant, ils devaient d'abord se sevrer de l'infrastructure financière américaine. L'or est l'antidote parfait à cette dépendance toxique, le seul actif universellement reconnu qui permet de stocker de la valeur en dehors du champ de tir des sanctions occidentales. Chapitre 3. La stratégie de dédollarisation, le plan BRIC. L'accumulation frénétique d'or n'est pas une action isolée, c'est la pierre angulaire d'un plan beaucoup plus vaste orchestré par l'alliance des BRIC. Ce groupe, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a récemment étendu son influence en intégrant de puissants pays producteurs d'énergie comme les Émirats arabes unis. L'objectif avoué de ce conglomérat géopolitique est de contourner l'hégémonie du dollar dans le commerce international. Pour y parvenir, ils ont besoin d'une architecture financière parallèle et totalement autonome. La première étape de ce plan consiste à encourager les échanges commerciaux bilatéraux en monnaie locale. La Russie et la Chine réalisent désormais la quasi-totalité de leurs transactions énergétiques en roubles et en yuans, contournant complètement le billet vert. L'Inde paie une partie de son pétrole en roupies, et le Brésil a signé des accords de compensation directs avec Pékin. Cependant, ce commerce en monnaie locale crée un problème technique majeur, les déséquilibres commerciaux. Si l'Inde achète beaucoup à la Russie en roupies, Moscou se retrouve avec des milliards de roupies difficiles à utiliser. C'est précisément ici que l'or physique entre en scène et révèle son importance stratégique absolue pour les BRICS. Pour solder ces déséquilibres commerciaux sans utiliser le dollar américain, les pays ont besoin d'un actif de règlement neutre et incontestable. L'or agit comme le pont financier parfait entre ces différentes nations. Une devise locale, sujette à l'inflation ou à la dévaluation, peut être convertie en or pour régler les dettes souveraines nettes à la fin d'un cycle commercial. L'or redevient l'ultime arbitre de la valeur entre les nations souveraines. Certains analystes économiques évoquent même la création future d'une nouvelle devise commune aux BRICS, qui serait adossée à un panier de matières premières et d'or. Bien que ce projet soit d'une complexité technique inouïe, les achats massifs d'or actuels prouvent que ces pays préparent le terrain pour garantir la crédibilité d'un tel instrument. Une monnaie n'a de valeur que par la confiance qu'elle inspire. En adossant une nouvelle infrastructure commerciale à des milliers de tonnes d'or vérifiables, les BRICS envoient un signal de solidité imbattable face aux monnaies fiat occidentales fondées sur la dette. Cette stratégie de dédollarisation prive également les États-Unis de leurs fameux privilèges exorbitants. Depuis les années 70, le monde entier avait besoin de dollars pour acheter du pétrole. Le système des pétrodollars. Cette demande mondiale artificielle permettait à l'Amérique d'imprimer de la monnaie sans subir d'inflation dévastatrice, le monde entier absorbant ses excès.
Si les BRICS, qui contrôlent désormais une part majeure de la production d'énergie et de matières premières mondiales, commencent à exiger de l'or ou des monnaies locales, ce mécanisme s'enraye définitivement. Le transfert de richesse est donc en train de s'opérer d'ouest en est sous nos yeux. L'Asie accumule la matière première financière ultime, pendant que l'Occident accumule des déficits budgétaires abyssaux. La Chine, premier producteur mondial d'or, ne vend quasiment aucune once de sa production à l'étranger, gardant tout sur son territoire national. En parallèle, elle importe massivement via la bourse de Shanghai. C'est un siphonnage méthodique, légal et d'une efficacité redoutable qui draine les liquidités du marché de l'or londonien vers les coffres de l'Orient. La smart money observe cette stratégie avec une grande lucidité. Les investisseurs institutionnels comprennent que le prix de l'or n'est plus seulement dicté par les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, mais par cette demande structurelle et géopolitique implacable des BRICS. Le plan de dédollarisation n'est plus une théorie du complot ou un fantasme de forum internet. C'est une réalité comptable documentée par les rapports du FMI. Le monde financier se fracture en deux blocs, et l'or a clairement choisi son camp. Chapitre 4. Le rapatriement physique, la fin du papier. Acheter de l'or est une chose, mais la manière dont cet or est conservé révèle le niveau d'anxiété extrême qui règne chez les banquiers centraux. Historiquement, de nombreux pays stockaient leurs réserves d'or nationales dans les chambres fortes de la Banque d'Angleterre à Londres ou de la Réserve fédérale à New York. C'était une question de commodité pour faciliter les échanges internationaux. Mais aujourd'hui, la confiance est tellement dégradée que nous assistons à une vague massive de rapatriement physique. Les nations exigent le retour immédiat de leurs lingots sur leur propre sol souverain. L'adage financier le plus ancien n'a jamais été aussi vrai. Si vous ne le tenez pas dans votre main, vous ne le possédez pas. If you don't hold it, you don't own it. L'Allemagne avait initié le mouvement il y a quelques années en rapatriant des centaines de tonnes de New York vers Francfort. Aujourd'hui, des pays comme l'Inde rapatrient discrètement des centaines de tonnes depuis le Royaume-Uni vers les coffres ultra sécurisés de la Reserve Bank of India. Ce processus logistique complexe et extrêmement coûteux prouve que la sécurité l'emporte désormais sur toute autre considération financière ou pratique. Ce mouvement de rapatriement expose également une faille critique du système financier occidental, le marché de l'or papier. À Londres et New York, la grande majorité des échanges sur l'or se fait via des contrats à terme, futurs, et des produits dérivés. Des centaines de documents papier s'échangent pour un seul lingot physique réellement stocké. Ce système fractionnaire fonctionne parfaitement en temps de paix, mais si toutes les banques centrales décident soudainement d'exiger la livraison physique de leur or, le système papier s'effondrera par manque de collatéral réel. Les pays des BRICS ont parfaitement compris cette vulnérabilité structurelle. En exigeant la livraison physique immédiate pour chaque transaction, ils assèchent le marché réel et mettent une pression insoutenable sur les banques d'investissement occidentales, les bullion banks, qui gèrent ces marchés dérivés. C'est une stratégie d'usure financière. Les places boursières asiatiques, comme le Shanghai Gold Exchange, fonctionnent à l'inverse. Elles exigent une couverture physique totale pour chaque transaction. C'est le retour implacable au marché réel contre l'illusion des promesses de papier. Cette perte de confiance envers les gardiens occidentaux illustre la fragmentation définitive du monde financier. Un pays émergent ne peut plus se permettre de laisser l'épargne de toute une nation dans un pays qui pourrait, demain, devenir un adversaire géopolitique. Les coffres de Londres et de Manhattan, autrefois symboles de sécurité absolue et de prestige institutionnel, sont désormais perçus comme des pièges potentiels par le Sud global. Le rapatriement de l'or est l'équivalent financier de la fermeture d'une ambassade, un acte de défiance diplomatique majeur. La logistique de ces transferts est d'ailleurs traitée comme un secret d'État absolu, impliquant des vols militaires et des convois lourdement armés. Chaque tonne d'or qui quitte le territoire occidental pour l'Asie ou le Moyen-Orient est une perte sèche de pouvoir d'influence pour l'axe Washington-Londres. Ces lingots ne reviendront probablement jamais dans les coffres occidentaux. Ils constitueront désormais les fondations inébranlables des futures économies asiatiques, hors de portée des régulateurs européens ou américains. Pour l'investisseur particulier, ce phénomène de rapatriement dicte une stratégie évidente. Si les institutions les plus informées du monde exigent la possession physique de leur patrimoine, au détriment des contrats papier ou des certificats bancaires, il serait suicidaire de ne pas en tirer de leçons. Le risque de contrepartie est devenu la variable numéro 1 dans l'équation de l'investissement. La véritable richesse en 2026 ne se mesure plus par les chiffres affichés sur un écran d'ordinateur, mais par les actifs tangibles que l'on possède hors du système bancaire mondial. Chapitre 5. L'avertissement pour l'Occident. Les taux de la dette. Pendant que l'Est accumule des lingots physiques, l'Occident fait face à un cauchemar mathématique sans précédent. Nous touchons ici au lien direct avec notre analyse sur la dette mondiale.
Les États-Unis affichent un déficit budgétaire ahurissant de plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Historiquement, ce déficit titanesque était financé sans douleur car la Chine, le Japon et les pays émergents recyclaient leurs excédents commerciaux en achetant massivement des bons du Trésor américain. C'était un mécanisme de subvention invisible du mode de vie occidental par le reste de la planète. Mais l'équation vient de se briser. Si la Chine, la Russie et les pays du Sud global utilisent désormais leurs excédents pour acheter de l'or au lieu de financer la dette américaine, un vide terrifiant se crée sur les marchés obligataires. Qui va acheter la dette des États-Unis et de l'Europe? Si les acheteurs étrangers de dernier recours désertent les enchères du Trésor, l'Occident va devoir trouver des acheteurs domestiques. Et la seule façon d'attirer ces capitaux est d'augmenter significativement les taux d'intérêt pour rendre la dette plus attractive. Cette hausse mécanique des taux d'intérêt, les rendements obligataires, est un poison mortel pour les économies surendettées occidentales. Lorsque le coût de l'emprunt augmente, le service de la dette explose, vampirisant les budgets de l'État. En France ou aux États-Unis, payer les intérêts de la dette coûte déjà plus cher que le budget de la défense nationale. L'achat massif d'or par les BRICS agit donc comme un étau financier qui se resserre lentement, mais sûrement sur la gorge des ministères de l'économie à Paris, Londres et Washington. C'est une asphyxie silencieuse. Pire encore, face au manque d'acheteurs étrangers, les banques centrales occidentales, la Fed ou la BCE, pourraient être forcées d'intervenir à nouveau. Elles devront imprimer des milliers de milliards de nouvelles monnaies pour acheter leurs propres dettes souveraines. C'est ce que l'on appelle la monétisation de la dette, une politique qui conduit inévitablement à l'inflation destructrice du pouvoir d'achat. L'Occident se retrouve coincé dans une impasse macroéconomique parfaite. Accepter des taux ruineux qui provoquent une récession ou imprimer de la monnaie qui détruit la valeur de sa devise. La ruée vers l'or des BRICS n'est donc pas qu'un simple choix d'investissement. C'est une attaque asymétrique redoutable contre le modèle économique occidental basé sur la dépense sans limite. Les nations émergentes ont compris qu'elles n'avaient pas besoin de tirer un seul coup de feu pour affaiblir l'hégémonie de Washington. Il leur suffit d'arrêter de financer la carte de crédit américaine et d'acheter de l'or à la place. Les mathématiques de la dette composée feront le reste du travail pour déstabiliser le système de l'intérieur. Les grandes agences de notation et les stratèges de la smart money tirent la sonnette d'alarme. Ils préviennent leurs grands clients institutionnels que l'époque de l'argent, magique, financé par l'étranger, est définitivement révolue. Le marché entre dans une phase de darwinisme financier extrême. Les devises des pays occidentaux qui refusent de restructurer leurs dettes vont subir une dévaluation sévère par rapport aux devises des pays émergents qui sont discrètement adossés à de gigantesques réserves d'or. Ce transfert tectonique de la confiance mondiale est irréversible. L'Occident a abusé de son privilège monétaire pendant des décennies, finançant des guerres et des déficits colossaux par l'impression monétaire. La facture est aujourd'hui présentée à l'encaissement par un Sud global structuré et impatient de prendre le relais. L'or, dans ce grand jeu géopolitique, joue le rôle du huissier de justice mondiale. Il dresse le constat implacable des excès du passé et prépare le terrain pour le nouveau système financier de demain. Chapitre 6. Le nouvel étalon. La conclusion stratégique. Nous voici à l'aube d'une réinitialisation majeure du système monétaire international. Les cyniques et les économistes traditionnels ont longtemps qualifié l'or de relique barbare, un métal inutile qui ne génère aucun dividende. Mais la réalité brutale des marchés vient de leur prouver le contraire. L'or n'est pas un investissement de rendement, c'est de la monnaie de base de niveau 1, tiers 1 asset, sans aucun risque de défaut. C'est le seul extincteur disponible quand l'immeuble de la finance mondiale en papier commence à prendre feu. Le plan secret des BRICS n'a jamais été de détruire le monde, mais de s'en protéger. En accumulant l'or et en le rapatriant sur leur territoire, ils ont restauré une forme de gold standard officieux, un étalon or exclusif au règlement entre banques centrales. La monnaie papier continuera de circuler pour le peuple et les transactions quotidiennes, mais au sommet de la pyramide souveraine, entre les nations, la confiance a disparu. Seul le poids incontestable du métal jaune dictera désormais l'équilibre du commerce international et la puissance diplomatique réelle. Pour l'investisseur éclairé, la conclusion stratégique est d'une clarté éblouissante. Si les entités les mieux informées de la planète, celles qui ont le pouvoir de créer la monnaie ex nihilo, s'en détournent pour accumuler fiévreusement de l'or physique, il est impératif d'écouter ce que font leurs mains, et non ce que disent leurs lèvres. Les banques centrales ne spéculent pas pour faire un coup en bourse sur 6 mois. Elles se positionnent pour la prochaine décennie, anticipant des turbulences monétaires et géopolitiques d'une violence extrême. La dédollarisation n'est plus un concept théorique, c'est un processus mathématique en cours d'exécution. Chaque tonne d'or qui glisse des coffres occidentaux vers les coffres de Shanghai ou de Moscou rapproche l'économie mondiale de ce point de rupture. L'Europe,
Prise en étau entre un allié américain surendetté et un bloc asiatique assoiffé de ressources tangibles, va devoir opérer des choix existentiels. L'ignorance de cette dynamique macroéconomique coûtera très cher à ceux qui pensent que le système de 2019 reviendra un jour. Le métal jaune, après des décennies de manipulation par les marchés dérivés, est en train de reprendre sa place de souverain absolu. Il ne monte pas seulement parce que l'inflation augmente, il monte parce que le système qui a garanti la stabilité de l'Occident depuis 80 ans est en train de se disloquer. Posséder de l'or aujourd'hui, c'est posséder une assurance contre la vanité des gouvernements et la folie des planches à billets mondiales. C'est un acte de sécession silencieuse face à la dépréciation programmée de votre épargne. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette accumulation massive d'or par les BRICS va aboutir à l'effondrement définitif du dollar d'ici 5 ans, ou les États-Unis réussiront-ils à imposer leur monnaie par d'autres moyens? Le débat géopolitique est ouvert. Si cette autopsie du système financier mondial vous a aidé à comprendre la réalité qui se cache derrière les discours politiques, abonnez-vous. Nous continuerons à décrypter les mouvements de la smart money pour protéger votre vision de l'économie. À très vite.